Un tuyau en cuivre sort du sol au milieu de notre potager. Il a coûté 1,97 $. Les voisins le fixent depuis des mois. Ils ignorent que ce tuyau n'est que la partie visible d'un système qui s'enfonce profondément sous terre. Il y a 2 couches cachées en dessous, et toutes les 3 ensemble font quelque chose qu'aucun sac d'engrais ne fait. Le potager s'arrose tout seul. Il protège nos tomates cœur de bœuf du mildiou. Il génère une charge électrique mesurable qui repousse physiquement les limaces. Chaque année, il devient plus fertile, pas plus pauvre. Nous, n'avons rien inventé. Une version de ce système a nourri toute une civilisation en Amazonie il y a 2000 ans. Un horloger écossais a prouvé la moitié électrique de ce système en 1841. Un professeur français a découvert par hasard la moitié antifongique en 1885 et une équipe de l'université Northwestern a confirmé la moitié biologique l'année dernière. Ce ne sont pas 4 astuces séparées, ce sont 4 parties d'un seul système. Un système qui a été discrètement écarté par une industrie qui profite tant que le sol reste affamé et que les jardiniers continuent d'arriver le portefeuille ouvert. En Allemagne et en Europe de l'Est, les agriculteurs enterrent du bois sous leur potager depuis des siècles. Ils appellent ça Hügelkultur, la culture en butte. La technique a été popularisée par l'agriculteur autrichien Sepp Holzer, qui a créé des jardins productifs en haute altitude alpine, là où tout le monde disait que l'agriculture était impossible. La pratique elle-même est bien plus ancienne. Les agriculteurs d'Europe centrale font cela depuis des générations, sans manuel ni appellation. Enterrer le bois, voir ce qui pousse. La méthode est simple. Creuser une tranchée ou empiler des rondins au sol. Recouvrir de branches, feuilles et compost. Tout recouvrir de terre et planter. Ce qui se passe ensuite relève du miracle scientifique. Le bois enterré commence à se décomposer et absorbe l'eau comme une éponge. Une grosse bûche peut retenir plusieurs fois son propre poids en humidité. Pendant les périodes sèches, l'eau accumulée s'infiltre lentement dans le sol environnant, gardant les racines hydratées sans une seule goutte du tuyau. Les jardiniers, qui ont construit ces buttes avec une masse de bois suffisante, rapportent avoir complètement arrêté d'arroser après la 2e année, un potager qui s'arrose tout seul en utilisant uniquement l'eau de pluie stockée et libérée lentement par le bois en décomposition. Pas de goutte à goutte, pas de minuteur, pas de facture d'eau. L'humidité n'est que le début. Le processus de décomposition génère de la chaleur car les milliards de micro-organismes qui digèrent le bois produisent ensemble de l'énergie thermique comme sous-produit. La température à l'intérieur d'un arbre en décomposition peut être plusieurs degrés plus chaude que le sol environnant. La saison de plantation arrive plusieurs semaines plus tôt grâce à un sol plus chaud en surface. Les cultures sensibles au gel survivent plus longtemps à l'automne. Le bois chauffe la butte de l'intérieur, créant un microclimat qui prolonge la saison de croissance dans les 2 sens sans un seul watt d'énergie artificielle. Alors que le bois continue de se décomposer pendant des mois et des années, il alimente une explosion de vie souterraine. Les champignons sont les premiers à coloniser les rondins, envoyant des filaments blancs de mycélium à travers les fibres du bois comme un réseau de communication souterrain. Les bactéries suivent, les vers arrivent, les coléoptères, les colamboles et les acariens s'installent définitivement. Le bois en décomposition devient un habitat, une cité où les organismes transforment la matière organique brute en forme que les racines des plantes peuvent absorber directement. Une grande butte Hügelkultur, construite avec des rondins substantiels, peut continuer à produire pendant plus de 10 ans avant que le bois ne se décompose complètement. Quand cela arrive enfin, ce qui reste est un sol profond, sombre, friable que les jardiniers décrivent invariablement comme le meilleur terreau. Le potager devient plus fertile chaque année, pas plus pauvre. Cela détruit en soi toutes les hypothèses sur lesquelles repose l'industrie des engrais. En janvier 2024, une équipe de l'université Northwestern a publié une recherche sur ce qu'ils ont appelé une pile à combustible debout. Elle avait la taille d'un livre de poche et fonctionnait en collectant les électrons libérés par les bactéries du sol lorsqu'elles digéraient la matière organique. Souterraines, les mêmes espèces de bactéries qui colonisent chaque rondin enterré. L'appareil a surpassé les technologies énergétiques du sol comparables de 120%. Tant qu'il y a du carbone organique dans le sol pour la dégradation microbienne, la pile à combustible pourrait potentiellement durer éternellement. Le chercheur principal a déclaré que les piles à combustible microbiennes du sol ont été démontrées pour la première fois en 1911, mais l'équipe de Northwestern était la première à en faire fonctionner une de manière fiable dans de vraies conditions extérieures, avec un sol humide et sec. Considérez ce que cela signifie pour un rondin enterré.
Tant qu'il y a du carbone organique dans le sol, qu'est-ce qu'un rondin enterré? Sinon du carbone organique, ce que font les bactéries quand elles le décomposent, c'est libérer des électrons. Ce que créent des électrons circulant, à travers un milieu conducteur, c'est un courant électrique. Le bois en décomposition dans votre potager est une batterie vivante. Elle fonctionne sous chaque forêt sur Terre depuis aussi longtemps que les humains existent. Personne ne l'a emballée parce que personne ne pouvait la vendre. Mais un arbre a un problème. Les nutriments qu'il libère sont lessivés à travers le profil du sol par la pluie et hors de portée des racines des plantes. À 8000 km au sud des fermes allemandes, au cœur de la jungle amazonienne, les scientifiques ont découvert des parcelles de sol si noires qu'ils semblent avoir été peints à l'encre. Les habitants l'appellent Terra Preta do Índio, la terre sombre des Indiens. Ces sols ne devraient pas exister. Le sol naturel de l'Amazonie est mince, acide et pauvre en nutriments. Et la chaleur tropicale décompose la matière organique si rapidement que presque rien s'accumule. Pourtant, ici, au milieu de terres parmi les plus pauvres du monde, se trouvent des parcelles si riches qu'elles produisent sans interruption depuis plus de 2000 ans. Sans un seul engrais chimique, la couche fertile atteint 2 mètres de profondeur. Elle contient 3 à 18 fois plus de carbone que le sol forestier environnant. Les villageois brésiliens l'extraient encore pour la vendre comme terreau de qualité supérieure. Pendant des décennies, les scientifiques ont débattu de son origine naturelle ou humaine, jusqu'à ce que des archéologues découvrent des tessons de poterie, des arêtes de poissons et la signature chimique indubitable de charbon produit délibérément dans tout le profil du sol. Les Amazoniens indigènes l'ont créé en chauffant du bois dans des fosses pauvres en oxygène pour éliminer les huiles volatiles et produire du charbon. Pas de la cendre, mais un solide carboné stable et poreux que nous appelons aujourd'hui biochar. Ils le broyaient, le mélangeaient avec des déchets de cuisine, des restes de poissons, du fumier et de la poterie cassée, puis l'ajoutaient à leur jardin, génération après génération. Avant que ces sites ne soient documentés, la plupart des historiens niaient que l'Amazonie puisse accueillir de grandes civilisations sédentaires. Ils regardèrent les mauvaises terres. Voici un détail qui devrait changer votre vision du charbon. Un gramme de biochar issu du bois contient jusqu'à 300 mètres carrés de surface interne. Au microscope, le charbon apparaît comme un nid d'abeilles, de minuscules tunnels et chambres creusées dans du carbone pur. Ces pores abritent aussi des milliards de micro-organismes qui décomposent la matière organique et délivrent les nutriments directement aux racines. Les pores retiennent l'eau dans les sols sableux qui se dessécheraient, sinon en quelques heures, et aèrent l'argile lourde qui étoufferait les racines. Mais la propriété qui lie le charbon au cuivre est électrique. Le biochar porte une forte charge de surface négative. Sa surface est recouverte de groupes chimiques contenant de l'oxygène, qui lui confère ce que les pédologues appellent une capacité d'échange cationique élevée. Il agit comme un aimant pour les ions nutritifs. Les particules chargées positivement, calcium, potassium, ammonium, zinc et magnésium, sont attirées par la surface du charbon et y restent au lieu d'être emportées par la prochaine pluie. Un sol ordinaire laisse les nutriments s'infiltrer. Le biochar les piège et les stocke directement dans la zone racinaire, essentielle pour ce que nous construisons ici. Des recherches validées de plusieurs pays confirment que l'ajout de biochar au sol augmente mesurément sa conductivité électrique. Vous n'enrichissez pas seulement la terre en nutriments, vous l'améliorez en environnement électrique. Cette seule propriété est le pont entre le charbon ancien et la découverte faite par un horloger écossais en 1841. C'est là que l'histoire prend son tournant le plus étrange. Il y a une dernière chose à propos de la Terra Preta qui la rend unique dans l'histoire de l'agriculture. Le sol se régénère de lui-même. Les agriculteurs brésiliens rapportent que la Terra Preta croît d'environ 1 cm par an. Les scientifiques confirment que le biochar crée un environnement microbien si favorable que la communauté attire continuellement de la nouvelle matière organique dans la structure du sol. Quand des feuilles fraîches tombent, les microbes les colonisent, les décomposent et incorporent le carbone dans la matrice carbonée existante. Le sol se construit sans intervention humaine. L'exact opposé de tous les systèmes agricoles utilisés aujourd'hui. Quand vous ajoutez du bois enterré sous le charbon, vous nourrissez le système par le bas, tandis que la nature le nourrit par le haut. La fertilité augmente au lieu de diminuer. Alexander Bain a pris une plaque de zinc et une plaque de cuivre, les a enterrées à environ 1 mètre, l'une de l'autre dans un sol humide, et les a reliées par un fil. Le sol a produit environ 1 volt de courant continu stable. Le zinc est plus réactif que le cuivre. Quand les deux métaux sont dans un environnement contenant des ions dissous, le zinc commence à libérer des électrons. Ces électrons circulent par le fil vers le cuivre.
produisant un courant utilisable. Sous terre, le sol humide transporte les ions chargés entre les plaques pour compléter le circuit. Bain a utilisé ce courant pour alimenter la première horloge électrique au monde. Son brevet britannique numéro 8, 1783 couvre tous les détails. L'appareil a fonctionné pendant des mois sans remontage, sans ravitaillement, sans entretien, juste un courant silencieux tiré de la chimie sous ses pieds. En quelques années, les compagnies de télégraphe dans toute la Grande-Bretagne ont adopté le même principe, enterrant des plaques de cuivre et de zinc sous les stations relais et utilisant le sol comme conducteur de retour. La méthode du retour par la terre a réduit de moitié le besoin en fil de cuivre. Les stations le long de la ligne ferroviaire Édimbourg-Glasgow fonctionnaient avec du courant tiré du sol. Mais le détail qui devait lancer la révolution agricole ne s'est jamais produit. Les télégraphistes et les fermiers locaux ont remarqué que l'herbe poussant directement au-dessus des plaques enterrées était différente, plus foncée, plus dense, plus haute, et pas qu'un peu, si évident que cela se voyait de loin. Le chef de station du Yorkshire a signalé une bande verte luxuriante longeant la ligne de retour enterrée, tandis que l'herbe de chaque côté était ordinaire et pâle. L'observation s'est répétée dans toute l'Angleterre et l'Écosse. Partout où la terre conduisait du courant entre deux métaux enterrés, la végétation prospérait. Personne n'a publié d'article, personne n'a envoyé de chercheurs, personne n'a relié l'herbe verte à une batterie enterrée. L'observation s'est transmise de bouche à oreille, puis a été tranquillement oubliée, mais pas complètement. En 1918, le ministère britannique de l'Agriculture a créé le comité d'électroculture pour étudier formellement si la stimulation électrique pouvait augmenter les rendements agricoles. Le comité comprenait des physiciens, des biologistes et des ingénieurs électriciens. Et ils ont mené des essais sur le terrain pendant près de 2 décennies dans toute l'Angleterre et l'Écosse. Leurs découvertes se sont répandues à travers 18 rapports intermédiaires documentant ce que les employés du télégraphe ont vu de leurs propres yeux. Selon les propres termes du comité, les champs électriques ont eu un effet très notable sur le développement de la croissance végétale. Les résultats étaient si significatifs que la question du travail du comité a été soulevée à la Chambre des communes en 1924 et consignée dans le Hansard, le registre parlementaire, officiel. Puis en 1936, le comité a été dissous. Les rapports ont été placés aux Archives nationales sous la section MAF 33/913. Une partie du matériel a été classée confidentiel. Le chercheur David Kahan de l'University College de Londres a ensuite examiné le travail du comité et conclu que l'effet d'électroculture était réel et que le comité a été fermé suite à des pressions économiques. 1936 n'était pas une coïncidence. C'était exactement la période où les engrais synthétiques se répandaient en Europe et où les profits de l'agriculture chimique s'accéléraient. Une courbe a grimpé, l'autre a été discrètement enterrée dans les archives. La trace documentaire existe toujours. Les numéros de dossier sont, eux, enregistrés. La question parlementaire figure dans le Hansard, et un tuyau en cuivre à 2 $ placé dans un sol, enrichi de biochar au-dessus de bois en décomposition fait à échelle miniature exactement ce que ce comité avait documenté pendant 18 ans. Maintenant, relions les 3 couches. Le bois enterré se décompose, génère de la chaleur, stocke l'eau et alimente une explosion de bactéries qui libèrent des électrons en digérant le carbone organique. Votre moteur biologique, une couche de biochar, repose au-dessus du bois, piégeant chaque ion nutritif libéré par la décomposition, retenant l'eau dans ses pores, abritant la vie microbienne dans ses tunnels et augmentant la conductivité électrique du sol environnant. C'est votre aimant énergétique et ponte électrique. Le tuyau en cuivre se trouve dans la zone racinaire, en haut, dans un sol de jardin humide, légèrement acide, ce que sont naturellement la plupart des plates-bandes potagères. La surface de cuivre se corrode lentement, libérant des ions cuivre de plus dans le sol immédiatement environnant. Ces ions font 3 choses documentées simultanément. Premièrement, ils délivrent le micronutriment cuivre directement aux racines des plantes sous forme ionique que les plantes absorbent. Le cuivre est essentiel à la production de chlorophylle, à l'activation des enzymes et à la synthèse de la lignine qui renforce les parois cellulaires. Les plantes avec suffisamment de cuivre résistent plus efficacement aux invasions fongiques. Les tomates, betteraves, carottes, oignons et épinards ont des besoins accrus en cuivre. Deuxièmement, les ions cuivre créent une zone antimicrobienne localisée. C'est un mécanisme identique que le professeur de botanique français, Pierre-Marie Alexis Millardet, a découvert par hasard dans un vignoble bordelais en 1885 lorsqu'il a remarqué que les vignes peintes au
Sulfate de cuivre pour dissuader les étudiants voleurs de fruits résistait à une peste fongique dévastatrice. Son mélange, publié cette même année, a augmenté les rendements de pommes de terre de 64% sur une étude de 20 ans dans le Vermont. La grande famine irlandaise de 1845, qui a tué 1 million de personnes, a été causée par exactement le type de maladie fongique que la bouillie bordelaise aurait prévenue. La découverte de Millardet est arrivée 40 ans trop tard pour l'Irlande. Troisièmement, la portion exposée du tuyau au-dessus du niveau du sol agit comme une barrière passive contre les limaces et escargots. Ce lien entre le cuivre et les mollusques remonte à des siècles. Les navires de Christophe Colomb avaient en des coques doublées de cuivre à la fin des années 1400, spécifiquement pour empêcher les vers marins de détruire le bois. La marine britannique a standardisé le plaquage de cuivre dans toute la flotte dès 1780. La même réaction électrochimique qui protégeait la coque d'un navire de guerre empêche aujourd'hui une limace de traverser votre tuyau de jardin. Les limaces utilisent la protéine hémocyanine contenant du cuivre pour transporter l'oxygène, contrairement aux mammifères qui utilisent l'hémoglobine contenant du fer. Cela les rend extrêmement sensibles au cuivre externe. Lorsque le mucus de la limace touche le cuivre, les sels dissous agissent comme un électrolyte, le cuivre servant d'électrode et le corps de la limace comme l'autre. Cela génère 0,5 à 1 volt à travers l'animal, environ 2/3 d'une pile AA. La limace se rétracte immédiatement et ne revient pas. Un tuyau, 3 fonctions prouvées, 0 coût récurrent. Mais voici pourquoi on ne vous a jamais enseigné tout cela à la jardinerie. Fritz Haber et Karl Bosch ont percé la production industrielle d'ammoniac en 1909. Dès 1913, la première usine était opérationnelle. Ce qui nécessitait autrefois des années de rotation des cultures pouvait maintenant être livré dans un sac. Les agriculteurs américains ont dépensé 300 millions de dollars en engrais synthétiques en 1945. En 1975, ce chiffre dépassait 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, l'industrie mondiale des engrais vaut plus de 200 milliards de dollars par an, et le marché des pesticides ajoute 60 milliards supplémentaires. Les deux dépendent d'achats répétés chaque saison. Un système permanent enterré n'avait pas sa place dans cette économie. La bouillie bordelaise, que tout agriculteur pouvait mélanger à partir de 2 produits chimiques bon marché, a été remplacée par des synthétiques propriétaires dès les années 1930. Les premiers tests ont montré que les nouveaux composés augmentaient les rendements de seulement 23 à 35% par rapport à la bouillie bordelaise, alors que la bouillie bordelaise seule fournissait une augmentation de 64% par rapport aux cultures non traitées. Les substituts performaient souvent moins bien, mais généraient des revenus de licence. Le cuivre a été présenté comme obsolète, et la conversation est passée de la biologie du sol à la chimie du sol. Aujourd'hui, le cuivre est le 3e fongicide le plus utilisé au monde avec 6 millions de livres utilisés annuellement rien qu'en Californie. L'industrie sait du cuivre fonctionne. Ils préfèrent le vendre en bouteille de marque. Maintenant, construisons-le. D'abord, 3 règles de sécurité qui peuvent sauver tout votre potager si vous les suivez et le ruiner si vous les ignorez. Sécurité. N'utilisez jamais de bois traité sous pression. Il contient de l'arsenic et des composés de cuivre chromaté conçus pour tuer la vie biologique, ce qui est l'opposé de ce que nous construisons. N'utilisez jamais de bois de noyer noir. Il libère la substance chimique juglone, qui est mortelle pour les tomates, poivrons, aubergines, pommes de terre et la plupart des autres légumes du potager dans la zone racinaire. N'utilisez jamais de bois peint, teinté ou verni. Les revêtements contiennent des solvants et des métaux lourds qui s'infiltrent dans le sol où vous cultivez vos aliments. Tenez-vous-en au bois franc propre et non traité et vous éliminerez tous les risques majeurs. Il vous faut 3 choses, du bois mort, du charbon broyé et un tuyau de cuivre. La première couche est la fondation. Creusez un lit à 60 cm de profondeur. Placez les plus grosses bûches et branches au fond. Le chêne, l'érable, le bouleau, le bois d'arbre fruitier ou l'aulne conviennent bien. Évitez le cèdre et le séquoia, qui se décomposent si lentement qu'ils bloquent le processus pendant des années. Le bois idéal a déjà commencé à ramollir et présente les premiers filaments blancs de colonisation fongique. Cela signifie que le moteur de décomposition est déjà en marche. Comblez les espaces avec des petites branches et des copeaux de bois. Recouvrez d'une fine couche de feuilles, de tonte de gazon ou de déchets de cuisine pour l'azote. C'est votre réservoir d'eau, moteur thermique et pile à combustible microbienne. La couche 2 est la zone de charbon. Vous avez 2 options.
La méthode facile consiste à acheter un sac de charbon de bois en morceaux dans n'importe quelle épicerie ou quincaillerie. N'utilisez jamais de briquettes. Elles sont compressées avec des liants, des charges et des produits chimiques d'allume-feu. Une méthode gratuite consiste à fabriquer le vôtre. Prenez un baril en acier ou une vieille poubelle métallique et percez 8 à 10 trous près du fond pour la circulation d'air. Remplissez de branches de bois franc sec et de chutes de bois. Non traitées uniquement. Allumez par le haut, pas par le bas. C'est ce qu'on appelle la combustion par le haut, à tirage ascendant. Le feu brûle vers le bas à travers le bois, tandis que l'oxygène est alimenté vers le haut par les trousses, carbonisant le bois sous le front de flamme en charbon au lieu de le transformer en cendre. Quand le bois est devenu noir mais conserve encore sa forme, versez de l'eau sur tout pour arrêter la combustion. Faites cela à l'extérieur dans une zone dégagée, loin des bâtiments, clôtures et de la végétation sèche. Gardez toujours un tuyau ou un seau d'eau à portée de main. Ne tentez jamais cela dans un espace clos. Laissez le charbon refroidir complètement avant manipulation. Quelle que soit la façon dont vous obtenez le charbon, broyez-le à la taille de gravier. Avant d'enterrer du biochar, vous devez le charger. Le charbon frais est chimiquement affamé. Sa surface massive va initialement absorber les nutriments du sol environnant, affamant temporairement les plantes au lieu de les nourrir. Faites tremper le charbon broyé dans du thé de compost, de l'humus de verre dilué ou de l'émulsion de poisson diluée pendant au moins 48 heures. Cela charge les pores avec des nutriments et des microbes bénéfiques pour que le charbon commence à donner au lieu de prendre. Étalez ce biochar chargé en une couche de 10 à 15 cm sur la couche de bois. C'est votre aimant à nutriments, ponte électrique et habitat microbien permanent. Il ne se décomposera pas et durera plus longtemps que le bois, le cuivre, et probablement la clôture autour de votre propriété. Couche 3. Zone racinaire. Recouvrez le charbon de 15 à 20 cm de votre meilleure terre de jardin. C'est là que vous plantez. Maintenant, prenez un morceau de tuyau de cuivre de 30 à 45 cm de type M. L'épaisseur de paroi la plus fine et la moins chère de n'importe quelle quincaillerie. Poncez la surface avec du papier de verre pour retirer la couche d'oxyde qui ralentit la libération des ions. Percez 6 à 10 trous de 6 mm dans les 2/3 inférieurs du tuyau pour augmenter le contact de surface avec l'humidité du sol. Enterrez-le verticalement au centre du lit avec 10 à 15 cm qui dépasse au-dessus du niveau du sol. Cette partie exposée est votre barrière anti-limaces. La partie enterrée est votre système de distribution de micronutriments et bouclier antifongique. Un tuyau par lit mesurant 1,20 m sur 2,40 m. N'en faites pas trop avec le cuivre. Le cuivre est un micro-élément, pas un macro-élément. Plus ne signifie pas mieux. En option, enfoncez un seul clou galvanisé en zinc dans le sol à 20 à 30 cm du tuyau et à 15 cm de profondeur. Le zinc est un autre micronutriment végétal essentiel nécessaire à la production de l'hormone de croissance auxine. L'humidité entre le cuivre et le zinc crée un circuit galvanique. La même réaction que Bain a documentée en 1841. Le sol enrichi en biochar entre eux est un excellent électrolyte. Un multimètre pressé contre les deux métaux devrait afficher entre 0,8 et 1,1 volts. Limitez cela à une paire par plante. L'excès de zinc s'accumule et stressera les racines et nuira au ver de terre. Quand le clou est visiblement corrodé et que la tension tombe en dessous d'un demi-volt, remplacez-le par un œuf. Le côté cuivre dure des années. À quoi s'attendre saison après saison? Durant le premier mois, le bois commence à absorber l'eau de pluie et le cuivre commence à interagir avec l'humidité du sol. Vers 6 à 8 semaines, le sol près du tuyau s'assombrira légèrement car les propriétés antimicrobiennes du cuivre inhibant les pathogènes du sol. Les dégâts de limaces chutent immédiatement car la barrière hors sol est active dès le premier jour. À la fin de la première saison complète, les plantes les plus proches du tuyau devraient montrer nettement moins de mildiou tardif et d'infections comparées aux plantes au bord du lit. La deuxième année, la couche ligneuse entre en pleine action comme réservoir d'eau. Beaucoup de jardiniers rapportent des besoins en arrosage considérablement réduits. Le biochar continue de capturer et retenir les nutriments, construisant une zone racinaire plus riche mois après mois. La troisième année est Zizinme Moshotai. Au-delà, le lit commence à se comporter comme de la terra preta, devenant plus riche plutôt que plus pauvre, produisant des récoltes plus abondantes avec moins d'intrants. Mais ne nous croyez pas sur parole, suivez vos résultats. C'est ce qui distingue l'expérimentation au jardin des simples bonnes intentions. Achetez un réfractomètre bon marché et mesurez le Brix sur les feuilles toutes les 2 semaines. Le Brix mesure les sucres dissous
et les solides dans la sève, un indicateur direct de la densité nutritionnelle et de la santé globale de la plante. Un Brix élevé signifie des plantes saines et aussi plus résistantes aux ravageurs et maladies. Mesurez la tension de votre paire cuivre-zinc avec un simple multimètre numérique. Appuyez une sonde sur le cuivre, l'autre sur le zinc. Vous devriez voir 0,8 à 1,1 volt. Prenez une photo des plantes à côté d'une règle ou d'un bâton de mesure chaque semaine pour avoir un enregistrement visuel de la croissance. Pesez votre récolte en fin de saison sur une balance de cuisine. Il est essentiel de garder une rangée témoin. Plantez les mêmes graines dans le même sol avec le même ensoleillement et la même eau, mais sans bois, sans charbon et sans cuivre. Laissez 2 plates-bandes pousser côte à côte. Laissez les chiffres raconter l'histoire. Documentez tout. Partagez les résultats dans les commentaires. C'est ainsi que l'observation de jardin devient science reproductible. C'est ainsi que nous restaurons la base de preuves qui a été classée dans les archives gouvernementales il y a 90 ans. Maintenant, mettons cela en perspective. Un sac de fongicides synthétiques coûte 8 à 15 dollars et nécessite une réapplication 4 à 6 fois par saison. Les granulés anti-limaces coûtent 10 à 15 dollars par saison. Les compléments en oligoéléments de cuivre coûtent 8 à 12 dollars. Ajoutez le compost et vous arrivez à 60 à plus de 100 dollars par an et par bac surélevé. Sur 10 ans, cela fait 600 à 1000 dollars. Quelques bûches mortes ne coûtent rien. Un sac de charbon coûte 4 dollars. Un tuyau de cuivre coûte 2 dollars. Un clou de zinc coûte quelques centimes. L'installation totale coûte moins de 10 dollars. En 10 ans, moins de 10 dollars contre potentiellement des milliers de dollars. Tout un modèle économique s'effondre devant l'expérience à 10 dollars. Chaque couche nourrit les autres. Le bois nourrit la biologie en dessous. Le charbon maintient la chimie en place. Le cuivre et le zinc gèrent la distribution des oligoéléments dans la zone racinaire. L'eau est stockée dans le bois et libérée à la demande. La chaleur rayonne vers le haut depuis la décomposition. Le biochar augmente la conductivité électrique, ce qui améliore la réaction galvanique. Le bois nourrit les microbes avec du carbone organique qui génère de l'électricité biologique. L'eau soutient le fonctionnement de la cellule galvanique et de la communauté microbienne. Retirez une seule couche et les 2 autres fonctionnent encore. Combinez les 3 et vous obtenez quelque chose qui se développe année après année au lieu de s'épuiser. La preuve repose dans la jungle amazonienne depuis plus de 2000 ans. Les sols de terra preta créés avant l'Empire romain sont encore fertiles aujourd'hui. Le charbon est toujours dans le sol. La seule chose qui a changé, c'est qui contrôlait la conversation sur la façon dont la nourriture devrait être cultivée. Likez et abonnez-vous. Chaque personne qui construit un de ces bacs est un client de moins qui achète 4 produits distincts, chaque saison. Si cela vous semble valoir la peine d'être partagé avec quelqu'un qui jardine, allez-y. Vous lui donnez une information qu'une industrie entière a gardée invisible pendant des décennies. Nous construisons la chaîne autour d'une idée. Les outils les plus efficaces pour cultiver la nourriture sont déjà découverts, ne coûtent presque rien et ne sont presque jamais ce qui est annoncé. Nous déterrons la science qui a été enterrée et la remettons là où elle appartient, dans votre sol, pour cultiver votre nourriture. Dans la prochaine vidéo, nous levons un autre rideau de secrets et vous apprendrez un secret très important, que les élites mondiales ne veulent pas que vous sachiez